Allez. Moi j'ai un petit souci, j'ai pas d'internet. C'est pour toi non plus? Je sais pas, moi j'ai internet si sur mes postes. Le serveur DNS n'a pas pu traiter la requête DNS. Ah bah maintenant vous pouvez vous dépanner tout seul. Ça. Oh non, c'est votre métier. PNCP après CPL, regarde ton DNS, ça s'accède. C'est bon, il fait déjà chaud là. Je peux pas être... En fait, il est décoché là-dedans. C'est celui-ci. C'est l'autre. Ça, c'est l'autre. DNS 172 16.1.41. Pardon? Rajoute le deuxième en point 42 à la fin. Ouais. Ouais. Vous avez supprimé toutes vos VM? 42, Ouais. tu as dit? Tu la retestes. Vous pouvez le faire. Supprimer toutes vos VM. C'est qu'il y en a un qui doit être down. Qu'est-ce qui se passe? T'as mis en 42, Dorian? Il y a un serveur DNS sur les deux qui ne fonctionne plus apparemment. Ah bon? Le point 41. Ouais, c'est ça. T'as dit 172 points? 72, point 25. Attends. Ça. Il faut fermer les VM, t'as dit? Ouais. Ok. Les variables pour marcher. C'est un régal. Ouais. C'est un régal. De faire pour les créer ou les supprimer. Si tu gagnes un temps. C'est ça. Et puis tu peux en faire plusieurs. Oui, t'avais essayé, c'était plus long. C'est un peu plus long. VM. Pourquoi? C'est un peu plus long. En même temps, j'en fais pas. On fait un par an. Je copie plusieurs à la fois, c'est tellement plus rapide. Alors, tout le monde a retrouvé l'internet? Ouais. Parfait. Ah mais je me dis, c'est peut-être à cause de ça que ça merde. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Interconnexion et sécurisation. Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça à faire.
Bon, donc cette semaine, vous hochez la tête en disant ah, oui, c'est bon, mais en fait, vous allez rien comprendre. Voilà. Et là, il y avait plein de monde sur le chat déjà. Bonjour tout le monde. Alors. Et aussi, ils attendent. Aussi, ils attendent. Bah oui, mais les orages, ils ont tout fait. Ils ont tout fait sauter. Non, ils attendent. Interconnexion, sécurisation. Ah, pardon. Donc, nous allons commencer par ceci. Et nous allons parler de chiffrement. Chiffrement. On va parler de chiffrement. Voilà. Ce qu'on connaît mieux sous le terme de cryptage. 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 Donc c'est pour ça que ça va être une semaine un petit peu compliquée. Parce que le chiffrement c'est compliqué. Ça va ? Voilà. Donc on va parler de tout ça parce que vous en avez besoin. Parce que l'objectif final de tout ça sera de faire quoi ? Ce sera de faire enfin HTTPS. Le S de HTTPS, ça veut dire sécurisé. Et c'est sécurisé comment ? C'est sécurisé grâce au chiffrement. Donc il va falloir apprendre à faire fonctionner le dit chiffrement. Alors, nous allons parler de chiffrement. Quand on va parler de chiffrement, on parle de deux choses. L'algorithme. L'algorithme. C'est un I. Moi je trouve ça plus joli avec un Y. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est carrément plus beau avec un Y. Hein. Non, c'est dégueulasse avec un. Algorithme. Algorithme. L'algorithme de chiffrement. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de H non plus. Si. Ah, il y a quand même un H. Voilà. Ça sert à rien, mais bon. Ça sert à rien, c'est vrai. Voilà. Alors ça aurait été vachement mieux avec un Y et pas de H. Ouais, je préfère avec du H. Je préfère avec du H. Tu préfères avec du H? D'accord. Avec du H. J'en ai pas plus vite. Ça dépend. Et donc, en plus de cet algorithme, il va nous falloir une clé. Une clé. Une clé de chiffrement. Donc vous avez un algorithme de chiffrement et une clé de chiffrement. C'est les deux objets dont on va avoir besoin pour faire du chiffrement. Un algorithme et une clé. Le chiffrement, ça existe depuis longtemps. Hein. À quoi ça sert, le chiffrement? Ça sert à cacher des informations. L'objectif, c'est faire en sorte que quelqu'un de mal intentionné ne puisse pas accéder aux informations que vous avez protégées grâce au chiffrement. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Il paraît que César s'en servait déjà sur les champs de bataille. Ben, on va commencer par celui-là, ce qu'on appelle l'algorithme de César, le chiffrement de César. Enfin, soi-disant, hein. Moi j'ai vu aucune vidéo YouTube de César en train de le faire. Ses généraux, pas un témoignage que dalle, pas une photo. Donc bon, hein, je suis un peu sceptique. Mais c'est une belle histoire, c'est une belle légende. Genre, César s'en servait. Ça claque un peu. Alors, c'est quoi l'algorithme de chiffrement de l'ami Césarou? Eh ben,
Son algorithme, c'est décalage dans l'alphabet. Alors, il faut déjà comprendre ce dont on parle. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'alphabet? Ouais. Alors, ça vous paraît évident, mais il faut commencer par se mettre d'accord. De quoi on parle? Nous, ce qu'on veut, c'est chiffrer du texte. Bon, le texte, il est écrit avec des lettres. Quelles lettres? Quel alphabet? Cyrillique? Yiddish? Grec? Arabe? C'est quelle lettre on prend? Bon, bah, on va prendre le nôtre, le gallo-romain. On va prendre celui-là. Donc les lettres, elles vont de A à Z. Donc déjà, c'est déjà un problème. Il faut se mettre d'accord sur de quoi on parle. Donc nous, on va parler de l'alphabet. Et l'algorithme, c'est décaler dans l'alphabet. C'est ce que va faire l'algorithme. Il va décaler les lettres dans l'alphabet. Vous voyez le principe? Dans l'algorithme, vous allez rentrer une lettre. Elle va ressortir de l'algorithme, elle sera décalée. C'est-à-dire que ce ne sera plus la même lettre. Elle sera modifiée. Mais elle sera décalée de quelle position? De combien? Ça, c'est la clé. Donc la clé que je vais choisir, ben, c'est le décalage dans l'alphabet. Donc je vais prendre par exemple plus 1. Voilà. J'ai un algorithme de chiffrement qui est, je vais décaler les lettres dans l'alphabet, et je vais décaler de combien? De plus 1. Donc, bah, c'est extrêmement simple. Dans votre alphabet, la lettre A, si je la décale de plus 1, ça va devenir B. Tout simplement. Et ça, ce que tu es en train de faire, c'est un exemple. Oui, bien sûr, c'est un exemple. Bah, j'essaie de vous faire comprendre comment fonctionne le mécanisme du chiffrement. C'est un exemple, il est plutôt simple. Hein. Je commence doucement. Hein. On va pas commencer le chiffrement asymétrique tout de suite quand même. Si, tu veux faire asymétrique maintenant? Alors justement, ce qu'on est en train de faire là, ça s'appelle du chiffrement symétrique. C'est-à-dire que pour transformer un élément en un autre élément, on utilise un algorithme. Et pour déchiffrer, on inverse la clé. Voilà. Il suffit de mettre la clé à l'envers. Et vous aurez le résultat inverse, c'est-à-dire que mon A est devenu un B. L'algorithme de déchiffrement, c'est le même que l'algorithme de chiffrement. C'est décalé dans l'alphabet. C'est toujours le même algorithme. Mais, cette fois, bah, on va juste inverser la clé. Et au lieu que ce soit plus 1, ça devient moins 1. Tac. Si je change ma clé et je mets moins 1, hop, c'est très facile. Le B va devenir A. Tac. Et ça, c'est beau. Et là, on est sur une clé de déchiffrement. Ah, c'est la même. C'est juste comment dire, c'est la méthode. La méthode de chiffrement, c'est utiliser l'algorithme avec la clé. La méthode de déchiffrement, c'est utiliser l'algorithme en inversant la clé. La clé, on la met à l'envers. Est-ce que vous avez des questions? Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est ce qu'on appelle le chiffrement symétrique. Donc qu'est-ce que ça va donner si, par exemple, je prends toujours le même algorithme et la même clé, pardon. Si je mets cette fois un mot entier. Donc, par exemple,
on va prendre le mot. Bonjour. Voilà. L'objectif, j'ai du texte en clair là, j'ai bonjour. Je veux faire passer bonjour dans mon algorithme de chiffrement. Donc il va falloir faire passer chaque lettre dans l'algorithme de chiffrement. Donc chaque lettre devra être déplacée de plus 1 dans l'alphabet. Donc qu'est-ce que ça va donner? Bah, le B, ça va devenir C. Le O, ça va devenir P. Le N, O. Le J, K. Le O, A. N, P, A. Mettez-vous d'accord? J'avais demandé est-ce qu'on avait le même alphabet hein, au début. Hein. Est-ce qu'on était bien d'accord sur l'alphabet? Vous voyez? C'est pas anodin. Le U, V et le R, S. Voilà. Donc si le mot que vous envoyez c'est spokepvz, bon, ça veut rien dire. C'est bonjour chiffré. Et bien sûr pour le déchiffrer, bah, c'est le même algorithme, mais on inverse la clé. Tout simplement. Voilà. Il paraîtrait que César il utilisait ça sur le champ de bataille. J'ai du mal à y croire. Mais... Après tout, peut-être. Hein. Qui sait? Alors évidemment, il est très simple hein, cet algorithme. Hein. Si on décide de le rendre plus compliqué, bah, peut-être que le décalage, il ne faudrait pas mettre plus 1. Si je mettais par exemple plus 5, que deviendrait mon bonjour? Ah ouais, là ça va devenir compliqué. Hein. Ah ouais. Oh là là, B plus 5, c'était la deuxième. Waouh. Heureusement qu'il y a ChatGPT. Ah ouais. Il faudrait pas connaître la position des lettres dans l'alphabet. Hein. Oh là, on en demande trop là. Et on se demande pourquoi les IA vont détruire l'humanité. Tu m'étonnes. Alors bonjour, ça devient quoi avec plus 5? Le B, ça doit être G. Bon, au hasard, G. Le G, T. Bah, le T. T. Y. Et le dernier? W. Tout le monde est d'accord? Le U, c'est Z. Ah, il y en a qui sont pas d'accord. Le U, c'est Z. Et si ça dépasse Z? Eh bien, que se passe-t-il Ça si je repasse à fais 0? Non? plus 6? Ça revient en A. Ouais, Ça revient à. Ok. C'est-à-dire qu'ici, le Z, ça va devenir A. Ça fait le tour. Ça revient. Bon. Vous avez compris le principe? Alors, le défaut, et vous le voyez tout de suite, c'est que chaque lettre qui est chiffrée, le résultat du chiffrement, c'est tout le temps le même. Et ça, c'est quelque chose qu'aiment beaucoup les villes hackers. Parce que quand vous avez du texte chiffré, vous essayez de casser le chiffrement, vous essayez de chercher des blocs qui se répètent. S'il y a des séquences qui se répètent, ça veut dire qu'à l'origine, c'est des choses aussi qui se répètent. Donc, plus vous avez des textes qui ont les mêmes lettres, plus il y aura à chaque fois le même résultat de chiffrement.
Donc plus ce sera facile à casser. Autant vous dire que ce chiffrement-là, il est très facile à casser. Pourquoi? Parce que la clé de chiffrement qu'on utilise, c'est tout le temps la même. C'est toujours plus 1, plus 5, etc. Donc, c'est pas très solide. On dit que c'est des chiffrements qui sont plus ou moins solides. Ben, celui-là, il n'est pas solide du tout. Donc, c'est pas terrible. Donc, pour pallier à cette pas terribilité, il est conseillé d'avoir une clé de longueur variable. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire une clé à longueur variable? Eh bien, la clé que vous allez utiliser, c'est pas un chiffre, c'est un mot. Le chiffrement va s'appuyer sur un mot. Par exemple, mon décalage, c'est pas plus 5. Je vais utiliser le mot PSG. Au hasard. Complètement au hasard. Et donc, comment est-ce qu'on va faire le chiffrement? Ben, vous allez prendre le mot de départ. Bon, dans mon exemple ici, c'est bonjour. Et en dessous du mot de départ, vous allez mettre votre mot-code. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le B, je vais devoir le décaler de combien de positions? De la valeur de P. Alors, question, P, c'est la combientième lettre de l'alphabet? Ah oui, j'ai dit qu'il fallait connaître l'alphabet. Hein. Là, c'est la 16e. Mais ça veut dire que mon algorithme de chiffrement pour la lettre B, c'est en fait B plus 16. Donc pour B, ça fera plus 16. Parce que le B est en dessous du P. Mais si je prends maintenant le O, je ne vais pas le décaler de 16. Je vais le décaler de la valeur de S. Question, S, c'est la combientième lettre de l'alphabet? 19. Donc pour le O, ça fera plus 19. Même chose pour N. N, je vais le décaler de combien? De la valeur de G. G, c'est la combientième lettre de l'alphabet? 7. Lui, ce sera plus 7. Donc ce qui fait que vous avez une clé de chiffrement variable. C'est pas tout le temps la même valeur qu'on additionne. C'est une valeur qui va être différente suivant là où on se positionne dans l'alphabet. Alors vous voyez tout de suite que mon mot-code, il est trop petit. Bon, c'est pas grave, on le répète. Je vais le répéter autant de fois que j'ai besoin pour couvrir tout le texte que je dois chiffrer. Bon, évidemment, j'ai mis qu'un mot là, mais vous imaginez, c'est un texte entier, des milliers de lignes. On va répéter le mot-code autant de fois qu'on en a besoin. Et donc ça va se répéter, ça veut dire que cette fois, si je continue, ben le J, il se retrouve en dessous du P, donc le J, ce sera plus 16. Le O, ce sera plus 19. Le U, ce sera plus 7. Le R, ce sera plus 16. Ce qui fait que là, il y a beaucoup moins de chances de se retrouver avec des séquences qui se suivent. N'est-ce pas? Donc ça va redonner la même chose. Ça va redonner plus 16. Plus 19. Plus 7. Plus 16. Pour 4. C'est good? Donc là, la valeur de la clé de chiffrement a changé. Ça fait plus 16, plus 19, plus 7, plus 16, plus 19, plus 7, plus 16, plus 19, plus 7, plus 16, plus... etc. Évidemment, j'ai pas de chance. Parce que là, le O, ça fait plus 19.
Oui, mais le haut qui est là aussi, ça fait plus 19. Donc le haut, à chaque fois, ça va retomber sur la même valeur. Pourquoi? Parce que mon mot code, il est trop petit. Encore une fois, si vous voulez quelque chose de solide, il vous faut un mot code, la clé de chiffrement, il faut qu'elle soit longue. Plus elle est longue, moins il y a de chances de retomber sur les mêmes séquences quand vous allez chiffrer votre texte. Donc ça fait partie de la qualité du chiffrement, c'est d'avoir des clés de chiffrement longues, qui contiennent beaucoup de valeurs, et différentes de préférence, ce qui vous fera un chiffrement beaucoup plus solide. Topinambour? Oui. Je comprends pas l'exemple que tu montres, en fait, le lien entre le message de base, notre donnée, bonjour, et puis le PSG répété plusieurs fois. Comment, en fait, à partir du PSG x3, là, on retrouve bonjour finalement? J'ai pas compris. Ah bah sauf que là, on ne doit pas retrouver bonjour. Non, il faut le chiffrer là. Là, ce que j'ai détaillé, c'est comment on va chiffrer le mot bonjour. Ah, ok. Pour le... Alors je vais peut-être l'éclater un peu, ce sera plus parlant comme ça. Je vais mettre un petit peu d'espace. Voilà. Chaque lettre du mot bonjour, il faut la chiffrer. Il faut la décaler dans l'alphabet. D'accord? Je veux pas que ce soit tout le temps le même décalage. Je veux des clés de chiffrement différentes. Donc la clé que j'utilise, c'est un mot. C'est PSG. Que j'ai répété autant de fois dont j'ai besoin. Parce que PSG ne contient que 3 lettres. Oui. Ça suffit pas pour couvrir toutes les lettres de bonjour. Jusque-là, ça va? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En dessous de bonjour, voilà, j'ai... Ah, attends, je vais faire ça mieux. Moi. Hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Ah, le boulet. Voilà. Donc, j'ai répété P, S, G. Je répète P, S, G. P, etc., etc. Jusque-là, ça va? Oui ou non? Toujours pas compris le lien entre les deux. Quelle est la position de la lettre P dans l'alphabet? T'as dit que c'était 16. Donc ça veut dire que B, la lettre B, il faut la décaler de 16 positions dans l'alphabet. Donc je vais te demander maintenant, Ah oui, ok. quand on décale B de 16 positions, ça donne quelle lettre? Ah bah oui, mais moi je veux la réponse, je veux pas j'en sais rien. Je veux la réponse. Eh, parce que j'ai l'impression que tu veux qu'il y ait le texte chiffré. Ça donne R? Ouais. Ça donne R. De la même façon, le O, faut le décaler de la position de S. On a dit que S c'était combien? C'était 19. Donc je décale de 19 positions. Donc si O, je le décale dans l'alphabet de 19 positions, ça donne combien? Et bien sûr, si vous êtes arrivé à Z, il faut refaire le tour. H. On arrive à C. H. Même chose. N, je dois le décaler de... Quelle est la position de G dans l'alphabet? C'est 7. Donc il faut que je le décale de 7 positions dans N. Ça donne combien? U. Et je continue. Je remets un décalage de... Donc J, il faut le décaler de 16 positions. J décalé de 16 positions, ça donne combien? Combien? Z. Le O, il faut le décaler de 19 positions. O décalé de 19, ça donne H. Et ça, c'est un très bon exemple, parce que je vois que le O, c'est devenu H, et le O, c'est devenu H. Comme par hasard. Et là, je suis dans la merde, parce que mon mot code est trop petit.
Tu vois le résultat? Oui, c'est bon, j'ai. Tu vois, bonjour, c'est devenu... Bon, j'aurais pu le faire jusqu'au bout. Hein. RHUZAUZH. Mais comme mon mot code est trop petit, je vais avoir des séquences qui se répètent. On est toujours sur le chiffrement symétrique. Oui, oui, on est toujours sur le symétrique. Parce que pour déchiffrer, il faudra faire le même algorithme. Il va falloir se décaler dans l'alphabet. Il faut inverser la clé. Et l'inversement de la clé, bah, c'était avant, je faisais plus 16 avec P. Bon, bah, je fais moins 16. Voilà. Je décale, mais dans l'autre sens. On pourrait dire, le premier décalage, c'était vers la droite. Pour déchiffrer, il faut décaler vers la gauche. C'est juste le symbole du... C'est pour ça que c'est symétrique. C'est symétrique. C'est symétrique, quoi. Je prochain, c'est symétrique. C'est le symétrique parce que c'est le décalage. Le décalage. De la gauche ou la droite. Comme tu veux. Rhum. R-U-H-M. Eh ben non, c'est du ruse, pas du rhum. Et donc, si vous voulez du chiffrement solide, il vous faut des clés de chiffrement longues, complexes. Et selon la légende, c'est ça qu'utilisait Jules César sur le champ de bataille. Alors il y a plusieurs versions. Il y en a une où c'était, par exemple, le matin, quand il partait au combat avec ses généraux, il décidait du mot code. Le mot code, c'était, je sais pas, Aléa Jacta Est, par exemple. Et tous les codes du jour, ils étaient chiffrés par Aléa Jacta Est. Ça, c'était une légende. Il y a une autre légende qui dit que ils décidaient pas à l'avance quel était le mot code. En fait, ce qui se passait, c'est que les généraux, ils avaient un bâton. Les fameux bâtons de généraux. Et sur le bâton, ils avaient aussi une sangle en cuir. Et les bâtons de généraux, ils sont pas complètement cylindriques en fait. Ils sont en forme de cône. C'est-à-dire qu'ils ont l'extrémité qui est toute fine, et là où il y a le pommeau, c'est très épais. Ça fait que la forme n'est pas rectiligne, en fait. Il s'affine avec le temps. Et en fait, sur la lanière de cuir, il y a des lettres. Et suivant comment vous enroulez la lanière de cuir sur le bâton, plus ou moins serré, ça fait un mot. Et ça fait le mot code. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils savaient qu'aujourd'hui, on était le 6e jour de la décade de je sais pas quoi, sur le bâton, pour déchiffrer, il fallait qu'il fasse 6 tours, plus ou moins serrés, parce que c'était un planning qui avait été prévu à l'avance. Et vous avez peut-être déjà vu ça, mais quand ils se font attraper, les généraux, ils cassent leur bâton. Alors, il y en a qui disent que c'était pour l'honneur, et comme ils sont faits prisonniers, ils détruisent leur autorité, mais c'est surtout pour qu'on ne puisse pas avoir exactement le même bâton, pour faire les tours, pour pouvoir déchiffrer le code. C'est ça l'idée. Il y en a d'autres qui disaient que pendant les combats, il y avait un messager qui partait avec le message chiffré et un autre qui partait avec le mot code. Et il fallait donc que l'ennemi il intercepte les deux pour pouvoir déchiffrer le message. Bon, ça j'ai moins de chance à y croire parce qu'il suffit qu'ils interceptent celui qui a un des deux et le général il ne peut pas déchiffrer le message. Parce qu'il a un message chiffré mais il n'a pas le code de déchiffrement, ou il a un code de déchiffrement mais il n'a pas de message. Donc ça là j'y crois moyen. Mais le bâton ça a été retrouvé. Hein. Ça c'est ça. Donc il faut trouver les mots codes. C'est ça qui est important. Seguin ? Des questions ? Voilà comment fonctionnent les algorithmes de chiffrement.
les algorithmes de chiffrement symétriques. L'avantage de l'algorithme de chiffrement symétrique, celui qu'on a là, c'est qu'il est extrêmement simple. Pour chiffrer et déchiffrer, c'est le même algorithme. Donc, c'est très simple. Ça demande très peu de puissance de calcul. À partir du moment où vous avez l'algorithme et la clé, ça va très vite pour chiffrer ou pour déchiffrer. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est très simple. D'accord ? Le défaut de cet algorithme, c'est que si le vil hacker, il a beaucoup de matière, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de contenu chiffré, avec le temps et beaucoup de calculs, il pourra retrouver la clé de chiffrement. C'est pour ça qu'il faut des clés solides. Il faut des clés grandes. Il faut des clés de plus en plus grandes. D'accord ? Cet algorithme, il est utilisé pour chiffrer votre trafic. Quand vous faites du HTTPS, c'est un algorithme de chiffrement symétrique que vous utilisez. Ce qui se passe, c'est votre navigateur et le serveur web. Quand vous établissez la connexion HTTPS, votre navigateur, il va créer un mot de passe, si vous voulez, de session. Il va créer une clé de chiffrement symétrique. Et il va l'envoyer au serveur. Comme ça, tous les deux, ils vont pouvoir chiffrer ou déchiffrer les échanges qu'il y aura entre les deux. Donc c'est beaucoup utilisé parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très léger comme chiffrement. Ça ne va pas impacter votre surf. Quand vous allez surfer, ça va très vite. Parce que les pages, elles se chiffrent et elles se déchiffrent très rapide. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. C'est ce que vous avez. Enigma, la machine allemande, fonctionnait un peu pareil. Elle fonctionnait carrément pareil. C'est exactement la même chose. C'est exact. Alors, si vous voulez voir l'histoire, je vous conseille très fortement de voir Imitation Game. Le film avec Doctor Strange. Il est exceptionnel et on est quasiment sûr que ça s'est passé comme ça. Et donc c'était justement le problème d'Enigma, c'est qu'il devait... Enfin, Enigma, c'est la machine de chiffrement que les nazis ont utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tous les soirs à minuit, ils changeaient le mot-code. Donc les Anglais, ils avaient 24 heures pour casser, retrouver le mot-code qui était fait par Enigma. Et donc Alan Turing, qu'est-ce qu'il a inventé ? Le premier ordinateur. Pour faire tous les calculs. Et c'est grâce à lui que nous avons tous ces ordinateurs aujourd'hui. Mais c'était ça. Comme la clé de chiffrement était changée tous les jours, il fallait casser la clé avant la fin de la journée pour pouvoir déchiffrer. Mais c'est un bon exemple parce que Enigma, c'était une machine qui surtout servait à chiffrer avec une clé très compliquée. L'algorithme de chiffrement, il était facile. C'est la clé de chiffrement qui était très compliquée. Et donc compliqué à retrouver si on ne l'avait pas. Mais très bon film. Et justement, il arrive à casser le code grâce à une répétition. C'est ça qui fait qu'il a trouvé comment casser le code. Mais ça, c'est le chiffrement symétrique. Donc, je vous répète comment ça va être utilisé sur Internet. Sur Internet, vous avez votre PC. Sur Internet, vous avez le serveur web. Tac, tac, tac. Et entre les deux, vous voulez du trafic chiffré. Ok ? Ce trafic chiffré, ça va utiliser HTTPS. C'est ça qu'on va faire. Et donc, je vous ai dit que votre ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va créer un mot-code. Il va créer une clé de chiffrement. Voilà. Ça, c'est la clé de chiffrement qu'il a créée. C'est la clé qui va servir à chiffrer et à déchiffrer. Hein. C'est la même clé qui fait les deux. Il va envoyer cette clé au serveur web. Et le serveur web va pouvoir chiffrer les données avec, les envoyer au client. Le client, il va pouvoir déchiffrer parce qu'il a la clé de chiffrement. Qui sert à déchiffrer aussi. Hein, c'est la même qui sert aux deux. Donc résultat, le trafic entre les deux, eh ben, il est chiffré, vu que les deux connaissent la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement. Jusque-là, ça va ? La problématique intervient lorsque Kim, le vil hacker chinois, analyse
le trafic. Il y a Kim, qui est là, sur le réseau. Et Kim, il est très fort, parce qu'il peut sniffer, il peut surveiller, il peut analyser, il peut enregistrer le trafic qui passe entre le client et le serveur. Donc bien évidemment, quand votre navigateur il a envoyé la clé de chiffrement au serveur, qu'est-ce qu'il a fait, Kim? Bien évidemment, il l'a récupérée. Ça fait que comme c'est la clé qui sert à chiffrer et à déchiffrer, Kim, il récupère tout le trafic qui passe entre vous. On est dans la merde. C'est nul. Zéro. Ne sert à rien. Pourtant, c'est ce qui est utilisé. Parce que cet algorithme de chiffrement, il va s'appuyer sur un deuxième algorithme, c'est le chiffrement asymétrique. Donc, pour le chiffrement symétrique, est-ce que ça va? Vous avez bien compris? Christophe, Oui. juste un truc là, dans cet exemple que tu es en train de donner, là c'est l'équivalent du PSG répété plusieurs fois. C'est ça, par exemple, plus c'est ça. simple. Je Mais vais par l'écrire. contre, Ça, c'est la clé. Alors, hop, clé de chiffrement. Chiffrement. Tac. et Hop, par ça, c'est ma clé de chiffrement. Quand il a ça, il n'a pas tout encore, parce qu'il faut qu'il comprenne la relation entre les données et la clé. Alors, tu parles de l'algorithme. Ouais, c'est ça, de l'algorithme. Il a l'algorithme. Parce que tous les algorithmes de chiffrement d'aujourd'hui sont connus. Il n'y en a pas 150 des algorithmes différents. Il n'y en a pas 150. Donc il les essaye tous, mais il les a facilement. C'est les clés qui comptent. C'est pas les algorithmes. Donc cette clé de chiffrement, eh ben, malheureusement, au moment où elle passe vers le serveur, l'ami Kim, il l'intercepte, boum. Et il peut. Alors chiffrer le trafic, ça l'intéresse pas trop, c'est plutôt déchiffrer. Il va pouvoir tout récupérer ça. Donc comme on s'est rendu compte que ça, bah, c'était pas terrible, et ben cette clé de chiffrement, il va falloir la sécuriser. La problématique qu'on a, c'est que le chiffrement symétrique, c'est très puissant, c'est très rapide, ça consomme peu de ressources processeurs. Donc c'est ça qu'on veut utiliser. Le défaut, c'est que avant de chiffrer, il y a ce qu'on appelle l'échange des clés. C'est-à-dire que votre poste de travail, il a la clé de chiffrement, mais cette clé, il faut bien l'envoyer au serveur. Donc il faut un échange de clés. Et le point faible, c'est au moment de l'échange de clés. Si quelqu'un intercepte la clé, c'est mort. Donc, ce qu'on a inventé, c'est un système qui permet de sécuriser l'échange de clés de chiffrement. Ce qu'on va faire, c'est que cette clé de chiffrement, je vais elle-même la chiffrer. Ah, c'est là où ça commence à piquer un peu. Cette clé de chiffrement, je la chiffre, je la protège. Je vais la crypter. Ça va être une clé qui va être cryptée. Comment on envoie la clé de... On va envoyer la clé de chiffrement symétrique. On va l'envoyer chiffrée. Il faut qu'il ait de quoi la déchiffrer. Bien évidemment, il faut que le serveur ait de quoi déchiffrer. C'est là qu'intervient le chiffrement asymétrique. Et je vais vous expliquer comment fonctionne le chiffrement asymétrique. Mais c'était pour vous dire à quoi va servir le chiffrement asymétrique. Il va servir à chiffrer la clé de chiffrement symétrique.
C'est parti pour le chiffrement asymétrique. Bon. Question. Dans le chiffrement symétrique, la clé de chiffrement, elle est utilisée pour faire quoi? Chiffrer et déchiffrer. Bon, bah le chiffrement asymétrique, on a deux clés différentes. Vous avez une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. Et c'est pas la même. C'est ça toute la différence entre le chiffrement symétrique. Le chiffrement symétrique, c'est la même clé qui sert à chiffrer et à déchiffrer. Le chiffrement asymétrique, vous avez une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. C'est parti? Donc, sur mon serveur, donc je parle du serveur web. Le serveur web, il a deux clés. Il a les deux. Il a la clé de chiffrement qu'on appelle la clé publique. Et il a la clé de déchiffrement qui s'appelle la clé privée. C'est le serveur qui a les deux. Votre poste de travail, il a rien du tout. Il a aucune clé. Je vous ai dit, quand on fait du chiffrement, la première chose, c'est un échange de clés. Chiffrer. Il chiffre quoi? Il chiffre la clé de chiffrement symétrique. Parce que maintenant on a les deux. On a le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. C'est pas ça? Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai pas mis d'espace. C'est ça l'objectif. Avec la clé de chiffrement asymétrique du serveur, le client va chiffrer sa clé à lui de chiffrement symétrique. C'est bon, j'ai perdu tout le monde? On va oublier la clé de chiffrement symétrique. On va oublier ça. On va juste faire le chiffrement asymétrique. Donc, je repars à zéro. Le serveur a deux clés. Il a la clé de chiffrement qu'on appelle la clé publique. Et il a la clé de déchiffrement qu'on appelle la clé privée. Ça va? Ouais. Très bien. Le serveur envoie la clé publique, enfin sa clé publique, pardon, au client. Grâce à cette clé, qu'est-ce qu'il peut faire le client? Il peut chiffrer des données. Donc il va chiffrer des données. Allez hop, je mets un carré là, voilà, ça c'est les données, elles sont chiffrées avec la clé de chiffrement. Ça va? C'est ce qu'on a vu déjà. Non, c'est pas du tout ce qu'on a vu parce que nous on a vu du chiffrement avec une clé de chiffrement symétrique. Ça, c'est du chiffrement avec une clé de chiffrement asymétrique. Mais dans les deux cas, on chiffre. Oui, c'est ce qu'on avait vu avant. Non mais là tout de suite, là où on en est, c'est le même principe. Il envoie, Oui. Le serveur il envoie une clé pour permettre au client de déchiffrer son message. Faux! Faux! Il envoie une clé pour permettre au client de chiffrer. Parce qu'il y a écrit clé de chiffrement. Donc ça sert à chiffrer. Et ça chiffre 3 fois. Donc autant dire que ça, c'est solide. Parce que c'est du chiffrement. Et le chiffrement, c'est solide. Ah oui, le chiffrement asymétrique, c'est très puissant. Donc là, j'ai mes données chiffrées. Grâce à la clé publique du serveur.
Donc sur le réseau, bah, admettons, hein, ça va du client vers le serveur, hop, mes données chiffrées, elles passent sur le réseau. Bon, si j'y arrive. Ah oui, c'est parce que c'est trop grand ça. Ah, hop. Je vais le là, c'est bon. Ah. Merci. Voilà. Donc mes données chiffrées, elles passent sur le réseau, elles arrivent au serveur. Pour déchiffrer les données, est-ce que le serveur peut le faire? Oui, parce qu'il a la clé de déchiffrement. Il a la clé privée. Et bien évidemment, si Kim, le vil hacker coréen, sniffe le réseau, il peut sniffer, récupérer des données, mais elles sont chiffrées. Est-ce que Kim a la clé privée? Non. Et dans l'étape d'avant, quand il y avait l'échange de clés, la toute première étape qu'on a fait, c'était quoi? C'était la clé publique, elle est partie Sur le client. depuis le serveur vers le client. Mais Kim, il est toujours là. Kim, il peut l'intercepter, la clé publique. Bien sûr. Mais les clés publiques, elles servent à quoi? À chiffrer. Donc, résultat, Kim, il peut chiffrer des données. Bah, c'est tout. Oui, il peut les chiffrer. Ça lui sert à quoi? Bah, rien. Parce qu'il n'a pas la clé privée. Il ne peut pas déchiffrer les données. La clé publique ne sert qu'à ça. J'utilise souvent cette image, mais c'est comme si la clé publique, c'est un coffre-fort. Et la clé privée, c'est le code pour ouvrir le coffre-fort. Vous voyez l'image? La clé publique, c'est ça qui sécurise les données. Mais pour accéder aux données, il faut la clé privée. Et donc là, sur le réseau, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le serveur, il a envoyé un coffre-fort au client. Le client, il a mis ses datas dans le coffre-fort. Il a renvoyé les datas chiffrées au serveur. Et le serveur, il a le code pour ouvrir le coffre. Donc il peut accéder aux données. Mais du coup, comment le client lui fait pour accéder aux données? Mais il n'accède pas aux données, le client. Comment il fait? Comment il fait? Mais il les a. Pas pour déchiffrer. Mais il n'a pas besoin de les déchiffrer, les données, c'est lui qui les a. Lui, il envoie les données. Lui, il les envoie. C'est lui qui a le document original. Regarde, je t'envoie un coffre-fort pour que tu mettes des documents dedans. Qui a les documents? Bah, c'est le... Non, réponds-moi. Non, on est tous les deux là. C'est toi et moi. C'est Jojo et Sensei, d'accord? Jojo, je t'ai fait livrer chez toi un coffre-fort. D'accord? Est-ce que tu peux mettre les papiers dont on a parlé à l'intérieur? Bah, si je peux l'ouvrir. Bah, évidemment, il est ouvert. Non, mais j'arrive, il est ouvert. Je te l'envoie ouvert. Ah, ok. Ouais, bah. Qui a ces papiers? À l'origine, qui les a? Le coffre-fort. Non, toi. Mais non! Ah oui, moi, oui. C'est toi qui les as, ces papiers. Non. Donc est-ce que tu peux y accéder? Bah oui, c'est... Bah oui, c'est tes papiers. T'as pas besoin de les déchiffrer, tes papiers. C'est toi qui les as. L'objectif, c'est de protéger ces papiers pendant le transport. Ok. Ça sert à ça, la protection. Le chiffrement, on utilise, c'est ça. Donc les données, tu vas les mettre dans le coffre-fort, tu le fermes, tu claques la porte, hein, c'est bon. Et le transporteur, il va me le ramener, moi, le coffre-fort. Et si le transporteur, pendant le trajet, il veut essayer de péter le chiffrement, eh ben, je lui souhaite bien du courage. Parce que le chiffrement asymétrique, c'est ultra costaud. Et donc toi, les datas, tu les as toujours. Donc t'as pas besoin de les déchiffrer. Il y a pas un... Enfin, je comprends pas. Dans ton image, le coffre-fort, faut l'ouvrir. Mais il est ouvert. Quand il arrive chez toi, il est ouvert. D'accord. Oui. Ah, c'est pour ça que le coffre-fort, c'est peut-être pas une si bonne image. C'est pas un petit bon exemple parce que tu vas me dire oui, mais on peut niquer le digicode. Si j'y arrive avec en écoutant avec un sténoscope, je peux casser le code. Oui. Puis avec un chalumeau, tu peux l'ouvrir aussi. On va dire qu'il est inviolable. D'accord? On va dire ça. D'accord? Et qu'il arrive, il est ouvert. Vous voyez le principe? Donc, c'est ça l'idée. D'abord, avant toute chose, sur le serveur, il y a les deux clés. Il y a la clé de chiffrement, la clé publique. Enfin, d'ailleurs, la vraie phrase, c'est la clé de chiffrement asymétrique.
asymétrique, c'est la clé publique. Il a aussi la clé de chiffrement asymétrique. C'est ce qu'on appelle la clé privée. Le serveur, enfin pardon, c'est plutôt le client, récupère la clé publique de chiffrement asymétrique du serveur. Kim, pendant ce temps-là, il peut l'intercepter et la copier aussi s'il veut. Hein, lui aussi, il peut l'avoir. De toute façon, si ça s'appelle une clé publique, ça porte bien son nom. Elle est publique. Tout le monde peut l'utiliser. Y compris Kim. Ah, ça fait plaisir, on lui donne. Aucun problème. En fait, le coffret, on pourrait plutôt l'imaginer comme une sorte de boîte à lettres où Bah, seul tu veux, le une boîte à serveur lettres, a très la bien. clé et que le client il peut juste mettre la lettre dedans. Ouais, si tu veux, boîte aux lettres, parfait. Et si Kim il l'intercepte, en fait, il peut mettre aussi des lettres dedans. Mais S'il il peut veut. pas l'ouvrir. Mais on va dire qu'il peut pas ouvrir la boîte aux lettres. Ouais, ok. C'est une boîte aux lettres blindée. Ouais. C'est pas les boîtes aux lettres pourries qu'on a. Tu vois, je préférais dire coffre-fort, ça me paraissait plus Sécurisé. sécurisé, ouais, voilà, que boîte aux lettres. Mais boîte aux lettres, ça te va, boîte. Pouvoir mettre le sans, de Oui, avec une pouvoir mettre fente. la lettre sans l'ouvrir. Très bien, voilà, on met les trucs sans l'ouvrir, d'accord, Ouais, ouais. d'accord. Une boîte aux lettres blindée. Oui, voilà. Si on parle là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Boîte aux lettres blindée, très bien, moi je prends. Je t'envoie une boîte aux lettres blindée. Comme ça, par la fente, tu peux mettre toutes les datas que tu veux, elles sont chiffrées. Et non, il n'a pas un petit crochet avec un chewing-gum pour attraper les lettres à l'intérieur. Non. Et donc, à partir du moment où sur le poste de travail, vous avez récupéré la clé de chiffrement asymétrique du serveur web, vous pouvez chiffrer les données et renvoyer des données chiffrées au serveur web. Serveur web qui pourra les déchiffrer parce que lui, il a la clé de chiffrement. Ah, il a la clé de déchiffrement asymétrique, c'est-à-dire la clé privée. Donc, boum, il accède aux données en clair. Et si Kim, le vil hacker coréen, il est toujours sur notre réseau, hein, il est tout le temps là, lui. S'il intercepte mes données, qu'est-ce qu'il a? Il a des données chiffrées. Et il ne peut pas les déchiffrer avec la boîte aux lettres blindée. Il faut le code pour ouvrir la boîte aux lettres. Parce que bien évidemment, si tu veux forcer, paf, ça brûle toutes les données dedans. Voilà. Soit tu as le code, soit c'est mort. Et là, c'est sécurisé. Et c'est ce qui se passe quand vous faites du HTTPS. Les données qui sont chiffrées, c'est la clé de chiffrement symétrique. C'est ça qui est chiffré. Voilà. Les données que vous voulez récupérer, que vous voulez sauver, c'est ça. Et donc la clé de chiffrement symétrique est chiffrée par la clé publique du serveur de chiffrement asymétrique. Du coup, tout le système de sécurité repose parce que la clé asymétrique publique est inviolable, quoi. Alors c'est pas qu'elle est inviolable, c'est qu'elle ne sert pas à déchiffrer. Au contraire, elle est violable parce que tout le monde l'a, elle est publique. Tout le monde y accède à cette clé. C'est juste que, en fait, elle est tellement compliquée que c'est... Tant qu'on n'aura pas les ordinateurs quantiques, on ne pourra pas retrouver les clés privées à partir de la clé publique. Pour savoir réellement c'est quoi une clé publique, c'est un factoriel de nombres premiers. C'est quoi les nombres premiers? Quelqu'un sait ce que c'est que les nombres premiers? C'est pas ceux qu'on peut jamais diviser, une histoire comme ça, non? Ils ne peuvent être divisés que par 1 et par eux-mêmes. C'est ça. 3, 5, 7, tout ça, c'est que des nombres premiers. Et en fait, un factoriel, c'est quand on les multiplie entre eux, ça donne des résultats uniques en fait. Un factoriel de nombres premiers, c'est un nombre premier en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça donne un résultat très très compliqué pour retrouver quels sont les nombres premiers qui ont été multipliés entre eux. C'est des calculs qui prennent des années, avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Hein. Vous en entendez parler des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, ils sont 1 million de fois plus puissants que ceux qu'on a aujourd'hui. Oui, avec les ordinateurs quantiques, on peut casser ce chiffrement en une demi-seconde. Oui, ils ont le potentiel de le faire. Ne vous inquiétez pas, quand les ordinateurs quantiques sortiront, on aura des clés de chiffrement quantiques. Voilà, on va juste changer d'algorithme et on aura des clés de chiffrement quantiques. Si quelqu'un dans le feutré a réussi à faire fonctionner un ordinateur quantique, ils accèdent en clair à tout l'Internet. Aujourd'hui,
toute la sécurité, le chiffrement, etc. qu'on a, ils sont basés sur cet algorithme-là. Avec les clés de chiffrement symétriques et asymétriques. C'est basé là-dessus. Donc peut-être que la Chine, la NSA, je ne sais pas, ça fait 20 ans qu'ils ont des ordinateurs quantiques et c'est la fête du slip. Peut-être. Je peux pas vous dire. Est-ce qu'ils nous cacheraient des choses? Non. C'est pas le genre. C'est pas le genre. C'est pas le genre. Il fait ça. Donc pour le moment, bah, c'est toujours en fonctionnement. Hein. Vous avez toujours le chiffrement symétrique, asymétrique, ces fameuses clés publiques, clés privées. C'est ça que vous utilisez à chaque fois que vous faites du HTTPS. Tout le surf que vous faites sur Internet, c'est ça qui est fait à chaque fois. À chaque fois que vous allez sur un site Internet, votre client récupère la clé de chiffrement, donc la clé publique du serveur web, il la télécharge chez lui. Grâce à cette clé, il va chiffrer le mot-code que votre poste a décidé. Hein, c'est votre navigateur qui le choisit. Et il envoie le mot-code chiffré au serveur. Le serveur peut déchiffrer le mot-code. Une fois qu'il l'a, entre vous deux, la communication est chiffrée par un chiffrement symétrique. Et les deux ont la clé de chiffrement symétrique. Et ça balance, c'est chiffré. Avec une clé très puissante. Et ça consomme très peu de ressources sur votre machine. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Ça va? Tu peux y aller, Jojo. Non, c'est bon. Non, pour l'instant. Pour l'instant, ça va? Très bien. Alors, c'est bien, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que... Tac, 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 hop, je reviens là, Mais parce que Kim, il est vraiment très fort. En plus de sniffer le réseau, il est capable de faire des attaques très puissantes. Et il y en a une qui s'appelle The Man in the Middle. Et non pas The Man in the Mirror, hein. C'est pas pareil. The Man in the Middle. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça, du Man in the Middle? Oui. C'est quoi? C'est une attaque, quelqu'un intercepte un message en se mettant entre le client et le serveur. Ouais. En gros. Alors là, lui il est très fort, il intercepte tout, enfin, pas que un message. Oui. Il fait de l'usurpation de MAC adresse, la totale. Ce qui fait donc que, bah, en fonctionnement normal, votre client communiquait avec le serveur, on va dire, en direct. Hein, tous les deux, quand ils échangeaient des datas, bah, c'était depuis le serveur, le client, boum, bon, bah, ça communique en direct. Et puis, on va dire que Kim, lui, il venait juste mettre son nez et il surveillait, il interprétait, il lisait un peu ce qui se passe. Là, c'est plus pareil. Là, c'est plus pareil. On va dire que l'ami Kim, eh ben, l'ami Kim, lui, boum, il intercepte tout. Ça veut dire que les informations, elles vont passer par lui. Tout le trafic passe par lui. Hein. Donc, résultat, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va se passer plutôt comme ça. C'est-à-dire que toutes les informations, boum, ça va... Hop, pardon. Ça va se passer comme ça. Tac. C'est bien lui, l'homme du milieu. C'est The Man in the Middle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours le même objectif. Hein. Le client voudrait faire du HTTPS avec le serveur. Je vous ai dit que la première étape, c'était un échange de clés. Et quel échange de clés c'est? C'est le serveur qui envoie sa clé de chiffrement asymétrique au client. Donc là, la clé, elle va passer par Kim, n'est-ce pas? Et comme il est très fort, qu'est-ce qu'il fait Kim? Tac, tac, tac. Il intercepte la clé. Donc je vais mettre un petit peu plus du détail. La clé de chiffrement asymétrique du serveur. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il la remplace par la clé de chiffrement asymétrique de Kim. Quel malinois!
Et donc c'est la clé de chiffrement de Kim qui arrive sur le client. Et donc le client, bah lui qu'est-ce qu'il fait? Bah bien sûr il va chiffrer sa clé de chiffrement symétrique, mais avec la clé de chiffrement de Kim. Ah bah bravo. Résultat, les données chiffrées, elles sont bien chiffrées, hein. Elles arrivent chez Kim, sauf que Kim, évidemment, qu'est-ce qu'il a? Eh ben il a la clé privée. Il a la clé de déchiffrement de Kim. Grâce à la clé de déchiffrement asymétrique de Kim, il peut déchiffrer les données. Donc il récupère la clé de chiffrement symétrique. Mais comme il est très fort, Kim, qu'est-ce qu'il fait? Mais bien sûr que cette clé de chiffrement, qu'est-ce qu'il en fait? Eh ben il va la chiffrer. Mais il la chiffre avec quelle clé? La clé de chiffrement, la clé publique du serveur web, vu qu'il l'a intercepté. Il était sur le chemin, il l'a, hein, lui. Il a le coffre-fort du serveur. Eh ben donc ça fait que le serveur, il récupère bien les données chiffrées avec sa clé publique à lui. Et donc le serveur, il peut les déchiffrer. Et ben là, on n'est pas dans la merde. Parce que la clé de chiffrement symétrique, elle est compromise. Kim, il a réussi à l'avoir. Et donc tout le trafic qu'il va y avoir entre vous et le serveur, certes c'est chiffré, avec une clé de chiffrement solide, aucun problème, incassable. Oui, mais sauf que lui, il a le code. Donc Kim, il accède à tout le trafic. Sacré man in the middle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça? Quelqu'un a une idée? Créer une fausse clé. Non. On va pas créer une fausse clé. Une genre de clé de validation, je sais pas. Eh ben on a besoin d'un intermédiaire. Il nous faut un tiers de confiance. Oui. Il nous faut quelqu'un à qui on fasse confiance. Parce qu'on connaît, hein, le Kim, il est capable de nous ficher le bazar, hein, lui. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers de confiance? Eh bien, les tiers de confiance, c'est ce qu'on appelle des fabricants de clés. Ce sont des fabricants de clés publiques. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre client, quand il va recevoir une clé publique, il va vérifier qui l'a créée. Qui a créé cette clé publique? D'où vient-elle? Ah bah, les clés publiques, c'est des certificats. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, on parle de certificats. Et donc, pour vérifier ça, bah, il faut une tierce personne. Donc sur Internet, il existe des gens dont le métier, c'est créer des clés publiques. C'est les fabriquer. Ce sont des fabricants de coffres-forts. Ce sont des fabricants de boîtes aux lettres blindées. C'est ça leur boulot. C'est fabriquer des boîtes aux lettres blindées. Et ils portent un petit nom, ces gens. Ça s'appelle des PKI. Ou ça s'appelle des CA. Enfin, je vais vous les écrire, les deux noms. Donc on appelle ça des PKI ou des CA. Alors PKI, ça veut dire public. Non. Public. Key. Infrastructure. Infrastructure. Et CA, ça veut dire Certificate Authority.
Voilà. Donc leur travail, le travail d'une PKI, c'est de créer une clé publique. Hein. Ça porte bien son nom. Hein. PKI, public, key, infrastructure. Donc il les crée et ensuite il les vérifie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les infrastructures de clé publique, ce sont des serveurs reconnus sur Internet. On sait exactement qui c'est. Ça veut dire que quand le serveur web dont on parle, je vous ai dit que le serveur web, il avait une clé publique. Eh bien, cette clé publique, il ne l'a pas créée, cette clé publique. Il l'a achetée. Parce que les clés publiques, auprès des PKI, évidemment, ça se paye. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La clé publique du serveur web a été délivrée par une PKI. Alors, ma PKI, on va lui donner un nom. On va dire c'est une PKI assez connue. On va dire VeriSign. VeriSign. Voilà. Ça existe en vrai, VeriSign. Donc, résultat, la clé de chiffrement asymétrique du serveur web, c'est une clé publique qui a été fabriquée par VeriSign. Cette clé publique, le serveur web, il l'a payée. Il a contacté VeriSign, il leur a dit « J'ai besoin d'une clé publique ». VeriSign a dit « Très bien, c'est $1 million ». Bon, bah le serveur, il a payé. Résultat, il a récupéré une clé publique fabriquée par VeriSign. Il a une jolie boîte aux lettres blindée. En bas à droite, il y a une petite étiquette là. C'est gravé dessus. Made by VeriSign. Et ça, c'est classe. Et lorsque lorsque votre client reçoit une clé publique, votre client vérifie la provenance. Il vérifie que cette clé a été bien faite par une PKI de confiance. Sur vos machines, vous avez la liste des PKI de confiance. C'est déjà intégré dedans. Mais il y a déjà la liste, VeriSign, il est déjà dedans. Donc comme ça, si je refais mon petit pataquac, je refais mon interception de main in the middle, etc. Qu'est-ce qui va se passer? La clé de chiffrement asymétrique du serveur fabriquée par VeriSign va être interceptée par Kim. Mais Kim, c'est quelle clé de chiffrement qu'il va envoyer? La sienne. Et la clé de chiffrement asymétrique de Kim, elle est fabriquée par qui? Ben, elle est fabriquée par Kim. Est-ce que Kim fait partie de la liste des PKI de confiance de votre poste de travail? Réponse, non. Et il va la rejeter. Ce qui fait que là, eh ben, Kim, il est niqué. On peut pas lui appeler ça, la PKI Kim. Alors, il faudrait qu'il se fasse passer pour une PKI. Là, il est vraiment extrêmement fort. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Je vous ai dit que vos postes de travail, ils avaient la liste des PKI. Je vous ai dit, VeriSign, il connaît déjà. Il faudrait que Kim, il s'ajoute dans cette liste. Il faudrait que dans la liste de mon ordinateur, de la liste des PKI de confiance, il y ait Kim en plus dedans. Là, c'est bon. Mon ordinateur, il va dire, bah, je check la liste des PKI. Ah bah ouais, Kim, il est dedans. Bah c'est bon, je fais confiance alors. Ça doit être bon. C'est ce que font. C'est une des techniques utilisées par les hackers pour passer entre les gouttes avec par exemple des virus. C'est ce que peut faire le virus. Le virus, il va enrichir la liste des PKI de confiance en mettant une qui est une fausse PKI, qui ne fait pas partie des vrais à qui on fait vraiment confiance. Oui, ça peut tout à fait être ça. Voilà, si c'est le cas, vous êtes niqué. Hein. À part si vous avez un bon antivirus qui détecte l'attaque avant. Sinon, c'est mort. Et par exemple, sur un client, il ne peut pas avoir un espèce de programme qui fait en boucle la comparaison entre l'état initial de la liste des PKI
avec, enfin, comment expliquer, avec la liste, et que s'il voit quelque chose est différent de la liste initiale, bah, il en informe l'utilisateur ou il fait la modif. Non. Non, c'est pas Et non, possible. parce que la liste des PKI, elle évolue. C'est normal qu'elle bouge. C'est normal. Elle peut pas être figée. Parce que justement, elle n'est pas figée. Ça, c'est pas possible. Zergout? Vous avez compris? Bah très bien. Et la clé privée, du coup, t'en as pas parlé. Bah, j'ai pas besoin d'en prévenir parce que la clé privée, elle sert à Elle bouge déchiffrer. pas, en fait, elle reste dans le serveur. Elle reste sur le serveur, celle-là, elle bouge pas. Donc, personne peut sur la le voir. serveur. Qui la fabrique, du coup? Le serveur. Alors, ce qui se passe, si tu veux, pour te dire comment... Alors, je vais tenter l'image. La clé publique, c'est la boîte à lettres blindée qui s'ouvre avec un code. D'accord? Quand, ici, sur le poste, le serveur, pardon, tu vas faire une demande de clé publique, tu as besoin d'une clé publique, tu vas créer ton code, et à la PKI, tu lui dis, je voudrais un coffre qui répond à ce code-là. C'est un peu comme ça que ça marche. Même si c'est pas tout à fait comme ça, hein, je schématise. Mais ce qui se passe, c'est que bref, non, le digicode, c'est pas bon. Comme ça. En fait, ce que tu fais, c'est... Non, ça y est, c'est bon, je l'ai. Ce qui se passe, c'est que sur le serveur, tu crées la boîte aux lettres blindée et le code. Tu fais les deux sur le serveur. Et en fait, ce que tu fais, tu envoies ton coffre à la PKI. La PKI, elle vérifie qui tu es. Alors ça, ce sera important quand vous faites les demandes auprès des PKI, il y a une vérification de l'identité. Sinon, c'est trop facile. Kim, il va dire « Bonjour, je suis Jeff Bezos. » Oui, c'est moi. Il y a une enquête normalement qui est menée pour vérifier que vous avez vraiment justifié de votre identité pour qu'on vous fasse un coffre-fort. Il faut montrer patte blanche. En fait, tu envoies ton coffre-fort et eux, ils mettent juste leur tampon en disant « Oui, c'est bien vous. Je justifie de votre identité. » Les PKI, il faut savoir que c'est du racket pur et simple. Hein. Ils mettent un tampon, paf, c'est tout. Ça paye bien cher. Ils font rien. Alors bon, j'ai dit $1 million, c'est moins cher, hein. Ça vaut une centaine d'euros un certificat. Ah oui, C'est pas bien cher. donc la clé de chiffrement public, c'est quand même le serveur Qui l'a créé. En fait, c'est ton serveur qui crée tout. Ah ok. C'est lui qui fait tout. C'est juste validé par la PKI. Le travail surtout de la PKI, comme c'est un tiers de confiance, il est là pour établir la confiance. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut vérifier son identité. Et donc la PKI, son boulot, c'est de vérifier l'identité de celui qui demande la clé privée, la clé publique, pardon. Tu demandes une clé publique, tu dois justifier de ton identité. Et donc leur boulot, ce sera ça, vérifier ça. Dans la vraie vie, quand on demande des certificats pour de l'identification, en général, ça met entre 24 et 48 heures pour arriver. Parce qu'il faut pouvoir justifier de ton identité. Il faut envoyer une pièce d'identité, etc. Pour les entreprises, il faut les numéros de SIRET. C'est plus compliqué que ça, et ce qui est normal. La PKI, elle engage sa responsabilité et sa crédibilité en filant pas des certificats à n'importe qui. Donc la clé privée, elle est sur le serveur. D'autres questions ? Non? Très bien. Alors, ces fameuses clés publiques dont on parle, mes clés publiques, les clés de chiffrement asymétrique, je vous ai dit que lorsque la clé, elle allait arriver sur le poste client, le client, il allait vérifier la provenance. C'est-à-dire, il vérifie que cette clé publique a été créée par une PKI, elle a été validée par une PKI, et il faut que ce soit une PKI de confiance. Eh bien, il ne fait pas que ça. Donc, il y a quelque chose à savoir. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire apprendre. Lorsque il y a la clé publique qui arrive sur le poste, vous avez 4 étapes de validation. Je vais vous les écrire. Ah, notez pas. Vous regardez, on en parle, vous noterez après. Correspondance. Non, correspondance.
Oh, qu'est-ce que j'ai pu écrire hein. Provenance. Voilà. Donc ce que je vous ai écrit là, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'une clé publique arrive sur un poste. À chaque fois qu'une clé publique arrive, votre poste va vérifier 4 choses. Il va vérifier la correspondance du nom exact. C'est-à-dire, au départ, nous on voulait aller sur un site internet. C'était ça, hein, le HTTPS. Vous allez sur des sites internet. Votre site internet, il a un nom? Oui, il a un nom. Le nom du site, c'est www.psg.fr. Le nom exact du site, c'est www.psg.fr. S'il y a un caractère de différence, vous aurez une erreur de certificat. C'est-à-dire que la clé de chiffrement, la clé publique qui a été demandée à la PKI, elle est demandée pour un site internet. Quand vous faites une demande, vous dites « Je voudrais sécuriser le site qui s'appelle www.psg.fr ». Et donc la correspondance exacte doit être exacte. Si votre site c'est www.psg.com, vous avez une erreur de certificat. Votre navigateur vous dira « La correspondance de nom, ça va pas, vous avez un gros triangle qui s'affiche, erreur de sécurité, vous allez mourir dans des atroces souffrances, brûler en enfer, ne faites pas confiance à ce site, etc. » Vous avez tous les avertissements qui vont s'afficher. Donc vous le verrez quand on fera les demandes de certificat, il faut faire très attention. Quand vous demandez votre certificat, c'est toujours pour un nom. Il faut identifier ce pourquoi vous voulez chiffrer les données. Et comme c'est pour des sites internet, c'est l'URL du site qu'il faut. Et l'URL exact. Exact, ça veut dire exact. C'est exactement le même. Et c'est pour le nom du domaine. Oui, c'est pour le nom du domaine. Et le TLD, mais pas ce qu'il y a avant. Le TLD? Mais le .fr ou .com. Ah bah le nom exact, c'est le nom exact, c'est tout ce qu'il y a dans le... Ce qui est genre les 3W, pas 3W ou ce qu'il y a avant. Le nom? Mais putain, qu'est-ce qu'il y a écrit là, toutes les lettres là? Il y a écrit quoi? Le nom exact, c'est le nom exact. À quel moment là j'ai tapé 3W et vous imaginez que... Ah non, faut pas les mettre. Et pourquoi faut pas les mettre? Le nom exact, c'est le nom exact. Identique, le même, toutes les lettres. Ça veut dire toutes les lettres. Et exactement les mêmes. Il va falloir que tu m'expliques, parce que ça le fait à chaque fois, et je n'arrive pas à transmettre cette information, pourquoi dans ta tête, il y a eu, faut pas mettre les 3W. Aide-moi. Mais si tu l'as dit, les 3W, on les met pas. J'ai pas dit qu'il fallait pas les mettre. Ce que je veux dire, c'est imaginons, avant le PSG, il y a besoin d'un sous-domaine différent. Est-ce qu'il faut redemander quoi, un certificat? Mais bien sûr, vu que dans le certificat, il y a le nom exact. Il faut dedans le nom exact. Il faut toutes les lettres exactement les mêmes. Oui. Comment il sait que c'est le nom il est exact? Il se base sur quoi en fait? Eh bien, il se passe que les gens, Brigitte, sur son ordinateur, elle va utiliser ses petits doigts et dans la barre d'adresse, elle va écrire www.psg.fr. Il est capable de récupérer ce que les gens ils tapent sur le clavier. Il faut que la réponse soit la même que la requête. Oui, bien sûr. Okay. Il faut que le nom du site soit exactement le même. Vu que c'est un principe de confiance. Sinon, mais c'est trop facile. Je vais demander un certificat pour un nom, puis je le mets sur un autre site. Oui, Amazon.fr. Oui, c'est moi, allez-y, donnez-le-moi. Oui, bien sûr. Je vais le mettre sur le .com, tu vas voir. Bah non, c'est exact, ça veut dire exact. Et ces quatre étapes-là, elles sont, comment dire, définies par le certificat d'autorité? Pas du tout. Non, je répète ce que j'ai dit. C'est vos postes de travail c'est les postes de travail. Qui, dès qu'une clé publique arrive, peu importe la méthode, peu importe d'où elle arrive cette clé, ils vont vérifier ces 4 étapes. Donc ils vont vérifier la correspondance de nom. Si cette clé publique, je l'ai téléchargée au moment où j'accédais sur un site internet,
Quel est le nom du site internet que j'ai tapé? Quel est le nom qui est dans le certificat? S'il y a correspondance de nom, ça va. S'il n'y a pas correspondance de nom, alerte générale. Bon, Mayday, si vous le dites 132, appelez le JUGN. Prenez l'hélicoptère, emmenez le JUGN. Catastrophe. Deuxième chose qui est vérifiée, la provenance. La provenance, c'est quoi? C'est la PKI. Quelle est la PKI qui a créé cette clé publique? Est-ce que la PKI qui a créé cette clé publique fait partie de la liste des PKI de confiance qui sont inscrits dans mon ordinateur? Si c'est oui, ça va. Si c'est pas oui, alerte générale, etc., JUGN, hélicoptère et tout. Troisièmement, la date de validité. Vous allez le voir, quand on crée les clés publiques, elles sont valables entre telle date et telle date. Elles ont une durée de vie, donc elles peuvent expirer. La plupart du temps, c'est 1 an. Ça veut dire que sur Internet, les sites Internet, tous les ans, ils renouvellent leur certificat. Ils repayent. Ils repayent pour avoir un nouveau certificat. Ils doivent rejustifier de leur identité, toujours pareil. Encore une fois, c'est une question de confiance. Quelqu'un dont l'identité a été vérifiée il y a 200 ans et depuis on n'y a pas touché, c'est pas très sécure. Et peut-être décédé. Mais il y a quelqu'un qui utilise toujours son certificat, tiens. Étrange. Et enfin, la non-révocation. Alors, qu'est-ce que c'est la non-révocation? Alors, d'après vous, c'est quoi la révocation? Quand on révoque quelque chose, ça veut dire quoi? On l'annule, on annule sa validité. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu comme l'excommunication. Hein, si t'as eu un mauvais comportement, tu es excommunié de l'église. T'es banni, c'est ça. On le bannit du village. Hérétique, au bûcher. Donc le principe de la révocation, c'est justement quand tout va bien. On va prendre l'exemple suivant. J'ai mon site www.psg.fr, j'ai contacté la vraie PKI VeriSign, j'ai payé, ils ont fait l'enquête, j'ai récupéré ma jolie clé publique de chiffrement. Tac, mais j'ai plus de clé. Ah ben elle est là-bas. Non, c'est celle de Kim. Mais j'ai plus que celle de Kim, la clé de chiffrement. Elle est où? Ah bah j'ai tout viré. D'accord. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais récupérer celle-là. Donc j'ai ma jolie clé de chiffrement. Donc c'est celle du serveur. Donc je vais même maintenant l'écrire. Clé de chiffrement asymétrique de www.psg.fr parce que je mets le nom exact. Elle a été fournie par qui? Par VeriSign. Tac, tac, tac. Elle est valable jusqu'au 1er janvier 2026, par exemple. Et est-ce qu'elle a été révoquée ou pas? Bien, dans ce cas-là, votre client, il va interroger la PKI. Il va se connecter à la PKI et il va lui demander, est-ce que le certificat... Alors, ils ont des numéros de série, vos certificats, bien sûr. Est-ce que ce certificat-là n'a pas été révoqué? Quelle peut être la cause de la révocation? Une cause de révocation, c'est par exemple, le site internet psg.fr, il a changé de nom. psg.fr, ils ont arrêté. C'est devenu psg.com. Le marketing est passé par là, ils veulent psg.com. Mais psg.fr, ils veulent le libérer. Quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser. Donc ils vont dire que leur certificat à eux, ils vont contacter VeriSign, et ils vont leur dire, est-ce que vous pouvez le révoquer parce que psg.fr, c'est plus chez nous. Entre guillemets, ils le libèrent avant la date d'expiration. Il peut y avoir un autre cas de figure. L'entreprise a changé de nom. C'est plus du tout psg.fr. Mais ils veulent pas que quelqu'un usurpe leur identité. Donc ils vont faire révoquer le certificat. Là où c'est le plus souvent ce qui se passe, c'est des failles de sécurité. Par exemple, Kim, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi pas que c'est pas vrai tellement qu'il est fort. Il a volé la clé privée. Il a réussi à s'introduire sur le serveur web. Et la clé de déchiffrement asymétrique du serveur www.psg.fr, il l'a volée. Comme il a volé la clé privée, tout le trafic chiffré avec la clé de chiffrement asymétrique, la clé publique, il peut tout déchiffrer. Et là, ça craint. Donc ça, c'est ce qui se passe quand ça arrive. Le serveur, alors évidemment, il faut s'en rendre compte, hein, bien sûr.
Mais si vous vous en rendez compte, vous savez que votre clé publique, elle est compromise, parce qu'on vous a volé la clé privée. Donc dans ce cas-là, le site internet, il contacte VeriSign, il dit, il y a une faille de sécurité chez moi, il faut révoquer cette clé publique. Personne ne doit l'utiliser. Et dans ce cas-là, le serveur web, il va devoir recréer une clé privée, refaire une demande de clé publique, repayer évidemment, pour resécuriser le trafic. Donc voilà, les révocations, ça arrive soit quand il y a des changements de nom d'entreprise, et on veut libérer, entre guillemets, l'ancien nom, soit ça arrive quand il y a des failles de sécurité. Typiquement, on s'est fait voler la clé publique. On s'est fait voler la clé privée, pardon. C'est ça qui arrive. Ça peut être ça. Des questions ?